Merci Alain, en tout cas pour l'introduction. Je me présente en attendant les retardataires. Donc, je suis Fabien Guilleux, dirigeant de quelques agences françaises et qui sont regroupées sous la marque Sonate, que vous voyez aux côtés de SGP en haut à gauche. Des agences qui ont entre 14 ans, 15 ans d'existence et 5 ans d'existence. Vraiment positionné sur la partie marketing digital. On est basé, à Rennes et à Paris en tant qu'agence, présentielle, on va dire, où on peut accueillir nos clients et à côté de ça, on a, quelques collaborateurs en full remote, qui, quadrillent la France, du nord au sud avec Lille, avec Marseille, avec Angers, notamment et entre autres. Alain, j'ai un seul écran donc je te laisse me guider. Moi, je Ouais, vais pas de vous souci, tu peux laisser. dérouler, s'il y a des choses qui arrivent, je viens vers toi. Exactement. Dans le format, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, comme le disait Alain. J'ai aucun problème pour être interrompu et en fait que, la réponse vienne au moment où, ça paraît opportun. Sinon, comme souvent, nous aurons à la fin de ce webinaire la possibilité de poser toutes vos questions, techniques ou non, avec conviction ou avec, certitude. Il y a aucun problème. Aujourd'hui, le thème donc c'est comment traquer tous les résultats de son marketing digital. Ça sort d'une vraie tendance de fond depuis, on va dire 2 ans, pour pas mal de nos clients et prospects. C'est de vraiment mesurer, ce que donnent les actions en digital. On peut parler de canaux, SEO, SIA, social ads et donc c'est de voir quel écosystème on doit mettre en place pour pouvoir, piloter ça. Aujourd'hui, le nerf de la guerre du marketing digital, c'est pourquoi pas, maîtriser, les plateformes. Avec certitude, c'est de maîtriser les algorithmes, de savoir dans son domaine d'expertise, de savoir comment fonctionnent, les algorithmes. Mais il y a un énorme sujet qui est aujourd'hui sur la data, puisqu'on nous met vraiment des bâtons dans les roues pour pouvoir récolter un maximum, d'indicateurs et ça, c'est l'enjeu vraiment des prochains mois, prochaines années, pour consolider, les plans d'action. Ce que je vous propose aujourd'hui, il y a 6 points, les fondamentaux, je repars, l'idée c'est quand même que ce webinaire s'adresse à tout le monde. Les fondamentaux, du tracking, les ennemis aussi du tracking, la logique d'attribution, pour ceux qui, n'ont pas ces infos-là. En 4, on aura l'écosystème de tracking actuel et une sorte de recommandation sur le meilleur écosystème. Ensuite, il y a le tracking par canal, en fonction de ce que vous pouvez activer, on essaye d'identifier, de taguer, la source et en 6, la mise en place avec une sorte de checklist, actionnable pour que, ce temps de webinaire vous soit pleinement profitable. Donc sur la partie introduction, je vais rappeler, quand même quelques sujets. Aujourd'hui, on a des acteurs, du web, qu'ils soient en soft ou en hardware, qui, mettent vraiment des bâtons dans les roues et qui, nous contraignent en fait à contourner, ou à récolter d'une autre manière les informations. Aujourd'hui, on le voit bien sur toute la logique d'intelligence tracking, prévention, donc c'est le terme ITP que vous voyez associé à Safari. Donc c'est la prévention, on va dire, Apple se positionne du côté, du user. Eh bien, on sait qu'on a, entre 20 et 40. C'est pour ça qu'on a mis, 30 des conversions qui sont, perdues. De l'autre côté, on a aussi un sujet avec, iOS et notamment, la considération avec, Meta de, certaines pubs qui sont, moins qualifiées. En tout cas, on perd, de la data sur le fait d'avoir un refus total, de qualification sur les pubs Meta et là, on estime à 35. Et puis sur certains marchés, notamment le marché du B2B qui est assez réactif en appel téléphonique, donc en appel entrant pour l'entreprise, on a, parfois des dossiers qui montent à plus de 50. Bon an, mal an, je pense qu'on est à peu près à 40 à 50 d'appels qui ne sont pas traqués ou, non mesurés et donc ça fait encore de la data qui est perdue. Heu, Hop, Alain, est-ce que tu as moyen de couper le micro? Ah oui, pardon. Merci. Voilà, donc sur la partie appel traqué, à peu près, 40 à 50. Pour continuer sur, les fondamentaux, il y a des briques qui vont être, essentielles.
Déjà pour vous, c'est de voir si, vous avez bien, on va dire, checké, ces points-là. Pour rappel, la first party, donc c'est la data que vous maîtrisez, qui sont vos data, donc on appelle ça, la cookie first party et donc c'est posé par votre domaine. C'est vous qui déposez directement, sur le navigateur parce que l'internaute est en consultation, sur votre domaine. À l'inverse, la third party, c'est toutes les régies publicitaires qui aussi, elles, embarquent pas mal de pixels pour, du dépôt. Donc la third party est vraiment challengée aujourd'hui par différents acteurs et c'est là où on perd de la donnée et c'est souvent de la donnée publicitaire, donc c'est de la donnée investie. Il y a des euros en face et c'est ça qui parfois est compliqué, à suivre parce que étant donné qu'on perd de la donnée, bah, en fait, on a des CPA, qui peuvent être vraiment en augmentation et donc si on s'arrête à la lecture d'un chiffre, parfois on peut, changer de couleur ou s'agacer ou prendre peur sur les investissements et la rentabilité. Mais sachez qu'il y a une grosse partie, qui n'est pas remontée. Évidemment, la partie JS, côté navigateur, donc là, il y a des solutions pour bloquer ça, donc c'est la même chose, hein, quand on est en pixel JS. De l'autre côté, fort des constats, de l'évolution de la data marketing qui a de plus en plus, de difficultés à s'imposer ou en tout cas, des acteurs, qui font en sorte de la contraindre, eh bien, il y a des solutions qui apparaissent. Je vais repasser un peu de temps sur la logique de server side qui est, on va dire le miroir du client side, donc le navigateur, l'appareil, de l'internaute. Là, c'est le serveur, qui fait le suivi, donc c'est votre serveur, qui va, collecter, la data. La bonne logique qui est pas neuve, mais qui, des fois s'oublie, qui est vraiment, gage d'efficacité, c'est la gestion des UTM. Pour tout, il faut avoir de l'UTM. Pour des partages, pour, des publicités, pour les campagnes, il faut vraiment, rentrer dans cette logique d'UTM et je vais, vous donner une petite matrice, sur les bonnes pratiques que vous pourrez appliquer, sur une structure, d'URL, UTM. Et le call tracking, on le voit sur beaucoup de nos dossiers. J'ai envie de dire que nous, nouveaux clients avec un historique, de campagne, c'est quasiment systématique, où en avant-vente, on aborde la logique de call tracking sur tous les marchés, B2B, B2C. Peut-être un peu moins, ou beaucoup moins sur la partie e-commerce. Donc c'est vrai que, je la laisse, dans un segment ou un secteur d'activité un petit peu à part. Mais tout ce qui est, lead gen avec des équipes commerciales, des chargés d'affaires, des call centers, la logique de call tracking est quand même très importante. J'ai pas fait, le détail du call tracking, sur, les différents niveaux, mais je vais y revenir un petit peu pour vous donner moi, les solutions, on va dire que je recommande. Je vous le disais, donc server side, donc ça, c'est vraiment apparu, et assez répandu depuis 4 ans, je pense. Il y a un acteur français qui est, plutôt bon, sur le sujet, avec lesquels on bosse, c'est Addingwell. Il y a d'autres solutions qui existent. En tout cas, ils répondent à la problématique, de traquer, en fait, depuis le serveur. Ce qui permet d'avoir quand même beaucoup plus de data qui, vont remonter. Alors les chiffres et les pourcentages, j'ai pas envie de m'arrêter sur un chiffre en particulier parce que en fonction du contexte, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la navigation, si elle est très orientée, en mobile ou en PC, on va avoir des datas qui font le grand écart. Donc l'idée, c'est pas de se dire, «Est-ce que je récupère 5, 10, 20%?» L'idée, c'est de se dire que globalement, je vais avoir une meilleure qualité de data quand je vais être en server side. La différence entre les 2, c'est quoi? C'est d'un côté, vous êtes en client side, donc c'est le navigateur qui récolte avec les contraintes du navigateur. D'un côté, 25 du parc français globalement a installé des adblockers. De l'autre côté, on a 25 du parc, qui est en Safari, donc Apple. Globalement, ça peut être les mêmes, mais ça peut être aussi des gens différents. Donc on voit déjà qu'ici, on perd de la donnée et c'est compliqué. Quand on a un dispositif très orienté plateforme publicitaire, bah, c'est quand même important. Ça veut dire que potentiellement, une sur 2 est perdue. Et après, on a toutes les limitations que j'ai évoquées, juste avant. Vous avez la third party, vous avez le navigateur, vous avez le consentement. Voilà. Donc, d'un côté, on peut avoir sur le navigateur, un adblock, on a Safari qui vient
Et ensuite, il faut savoir que le taux d'acceptation moyen en France sur des bannières de consentement, Didomi, Acceptio, vous allez être à 65 à 70. Donc encore ici, on vient rogner la data qui serait passée à travers, les mailles du filet. Donc voilà, on perd, pas mal. De l'autre côté, la solution, c'est quoi? C'est server side, tracking depuis le serveur et non depuis le navigateur. En termes de coût, qu'est-ce que ça impose? C'est un paramétrage. Selon les agences, vous allez être entre 1 000 et 3 000 €, selon les contextes, e-commerce, génération de leads, multilangue, et cetera. Vous avez un modèle économique qui va se faire souvent sur un volume, volume de hits, volume de pages vues, selon les opérateurs. Donc en général, un setup qui revient dans la logique, de GTM que vous connaissez sûrement, Google Tag Manager, qui permet de traquer. Et ensuite, vous avez du run. Vous avez un abonnement à l'outil qui, permet de, faire la maintenance, le suivi, les mises à jour, voilà. Selon les modèles et selon les volumes d'audience, vous allez être entre 50 et peut-être 200 € globalement d'abonnement pour collecter la data. Pour certains, c'est absolument rien en termes d'investissement. Vu les montants investis sur les plateformes, c'est indispensable de constituer cette base de data pour pouvoir arbitrer les budgets, pour pouvoir mieux connaître l'efficacité publicitaire. Donc ces budgets-là, pour certains, sont importants, pour d'autres, sont indispensables et représentent peu dans l'investissement mensuel publicitaire. Ce qui est assez intéressant, si on parle rapidement performance SEO, c'est que quand on est en server-side, on est sur un seul tag. Plutôt que d'avoir la galaxie, des régies, Meta, TikTok, Google, Criteo, et cetera, et bien là, vous avez un seul tag. Et là, donc déjà en termes d'appel, en ressources, c'est limité, et en plus, vous maîtrisez la data puisque donc je le disais sur le serveur qui traque, mais vous pouvez aussi choisir la data qui repart pour nourrir, les plateformes. Donc vous allégez, le nombre de tags et vous choisissez ce qui remonte. D'où à un moment donné, données sécurisées côté serveur, indépendant, performance et contrôle total. Voilà, contrôle total, c'est cette idée-là que je développais. Hem, c'est une question à se poser en fonction du coût. Je pense qu'il faut le mettre en corrélation avec vos investissements en marketing digital. Ça devient indispensable à partir du moment où on a une vraie stratégie sur le digital avec des moyens développés, donc de basculer en server side. On peut en sortir si on se pose la question, donc il y a le coût, le setup et abonnement. On collecte et en général, sur les premiers mois où on voit, le server side installé, on voit les CPL qui chutent. Potentiellement, les campagnes sont très bien gérées, mais aussi on récolte beaucoup plus. Donc ce qui fait une vraie dynamique de CPL à la baisse. Et il ne faut pas oublier que le server side, évidemment, il permet de contribuer à ça. C'est pas forcément le marché, c'est pas forcément la gestion, des campagnes qui est, grandement améliorée, d'un mois à l'autre. Si jamais on en sort, bah, en fait, on revient sur un format classique qui est client-side, du JTM avec les pixels et toutes ces barrières, à la collecte. Les ennemis, donc on a vu un contexte, moderne. L'idée, c'est pas aujourd'hui de commercialiser du server side. Vraiment, c'est de vous apporter des clés, de compréhension pour que vous puissiez savoir ce que vous pouvez mettre en place, chez vous. Nous, on n'est pas spécialisé server side. On en fait évidemment, on a des gens qui sont dédiés à ça, mais l'objet, c'est loin de moi l'idée de vous commercialiser ça, c'est plutôt d'apporter quelques lumières. Petite rétrospective, j'ai passé un peu moins de temps, mais c'est pour vous dire que c'est un sujet de fond. Tous les 2 ans, tous les ans, on a des mises à jour sur, des réglementations, sur, des acteurs, qui souhaitent sortir, du cookie. Donc, c'est une vraie tendance de fond et c'est pour ça aussi qu'il faut se projeter, on va dire, à 3 ans, 5 ans, dans le meilleur des cas, pour pouvoir continuer à, accompagner cet écosystème de données qui est une grosse force du web. C'est quand même dans tous les médias, c'est là où on a le plus d'enseignements. Quand on lit bien la data, qu'on sélectionne les KPI en fonction de l'objectif, c'est quand même hyper intéressant et c'est pour ça que le web continue encore de se développer en termes d'investissement, de collecte, sur le marché de des budgets de com, on va dire, ou des budgets marketing. Ça, c'est clair. La contrepartie, c'est qu'on à faire toutes ces étapes-là de contraintes, on revient un peu sur du média traditionnel, c'est-à-dire à l'époque, on va dire
les années 80, 90 et 2000, on faisait de la communication et on voyait un flux arriver. Dans le magasin, on voyait un flux, un pic, sur le site, qui était en corrélation avec la prise de parole dans un média. De plus en plus, si on laisse faire et si on continue à ne pas bouger, quelque part, on va juste avoir du ressenti. Alors que la force du web, c'est quand même de pouvoir qualifier. Voilà, donc rétrospective que je vous ai laissé lire, une dynamique, mais qui se stabilise sur la partie ad blocker, 25 du parc, là jusqu'à 30 on peut mettre sur cette slide. Le RGPD qui évidemment, apporte aussi son lot, notamment sur l'utilisation obligatoire du consentement de l'internaute dans la navigation. Donc ces bannières qui viennent s'afficher, on essaye de valoriser le accepter, de minimiser, la partie refus et puis une dynamique globale, du web, sur le cookieless, pour pouvoir, être, moins sur le cookie, tiers, donc ta third party. L'attribution. Hem, alors l'attribution pour ceux qui sont tous les jours dans les campagnes, c'est le gros sujet. Pour mettre tout le monde à niveau, l'idée c'est de vous faire une slide simple ici, d'un parcours. Le premier parcours, c'est je fais une requête, en SEO, je clique, je rentre sur un site, donc j'ai toutes les étapes de collecte côté annonceur où, je vais savoir qui est rentré par telle page, il a passé tant de temps, ma source elle est bien SEO et cetera. Ensuite, je sors, mais comme j'ai montré un intérêt, en fait, les campagnes, deviennent éligibles puisque, j'ai, cette teinte-là sur, mon PC et donc je suis, affiché sur des publicités, Meta. Potentiellement, il y a un Brevo ou un HubSpot qui se déclenche parce qu'on est déjà en parc, on est client identifié, donc mais tiens, en ce moment, il est en train de naviguer, on lui envoie un emailing. On a un flux shopping qui vient faire le job et derrière, on va faire une requête en se disant: «Mais ça, la marque, je la connais bien» et je fais l'achat. Quand on est en last click, c'est le dernier qui a la vérité, qui a, la médaille. On lui attribue, en fait, toute la performance et donc le direct ici va prendre 100. Quand on est en first click, donc c'est l'attribution de la performance, c'est-à-dire l'achat, c'est ça la performance, c'est le gain. On va dire: «Bah, non, c'est celui qui a déclenché la première touche parce qu'il a fait rentrer, l'internaute dans une logique de: "Tiens et pourquoi pas, acheter ce produit?" Alors on lui met 100 de la performance et le linéaire, en gros, on regarde le nombre de canaux qui ont été nécessaires et là, on le divise, le 100 on le divise par le nombre de canaux. S'il avait fallu 2 points de contact, au SIA de Google et évidemment, il aurait pris 40 de performance ou d'attribution à la performance et les autres seraient restés à 20. Ça, c'est en fonction de vous, le souhait que vous voulez faire en termes de pilotage. Il peut y avoir aussi un quatrième modèle qui est la dépréciation dans le temps, c'est-à-dire qu'en fonction de l'historique, ça fait 3 mois qu'il est venu en SEO, il a eu le temps d'oublier, alors lui, je le déprécie parce que c'est trop loin et les canaux les plus proches de la conversion, je les réapprécie pour pouvoir, en fait, augmenter le poids de leur, l'attribution de la performance. La partie, un peu, ouais, quelques angles morts qu'il faut connaître, tout ce qui est, WhatsApp, Messenger, Slack, les emails en privé, des copier-coller d'URL, des DM, tout ça, ça passe, en trafic direct. Donc c'est mal enregistré, sur la partie GA4 parce que c'est des nouveaux canaux, parce que c'est haché en termes de sources et donc potentiellement ici, on n'a pas une bonne vue. Donc on peut avoir du direct de temps en temps qui explose parce que on va avoir de l'autre côté une vraie action, peut-être de masse, qui se fait. Quand on est sur Slack, on est plutôt sur des petits chiffres, c'est pas trop ça le sujet, mais quand on est sur la partie, DM et story, ça peut avoir un vrai impact. Donc, ce que je disais tout à l'heure dans l'écosystème, la partie UTM est un vrai sujet, pour pouvoir en fait, s'assurer que tout type de partage, en dehors des publicités, puisse être, traqué. Et ensuite, on a le sujet évidemment cross-device. Aujourd'hui, les gens sont bien dotés en termes d'appareils. Ils peuvent avoir un PC, au bureau, au travail. Ils peuvent avoir un téléphone portable, professionnel, un téléphone portable personnel et donc on est doté en device, différents. Tout ça, c'est aussi, de la contrainte pour suivre le parcours et aujourd'hui, on fait une navigation
en mobile, puis une comparaison tablette et enfin desktop. On peut se dire que oui, c'est quand même, très alambiqué parce qu'aujourd'hui la tablette, c'est peut-être, 5 des audiences. Mais on remplace sa tablette par un appareil mobile, professionnel ou celui de son conjoint et on s'aperçoit qu'on est incapable de reconstituer, la navigation. On a 3 sessions et on n'a pas de lien entre ces 3 sessions. Pourtant, c'est le même user ID. Donc c'est là aussi où le JACAT avec un vrai plan de marquage avec, une version pro est intéressante et évidemment, on intègre CAPI, côté méta pour avoir un meilleur tracking, donc sur la partie sociale, notamment de Meta, Insta et Facebook. L'écosystème moderne. Donc aujourd'hui, c'est le cas. C'était le cas, je pense, il y a à peu près 1 an déjà et puis l'année prochaine, on aura potentiellement quelques petits ajustements. Ce qui paraît être, recommandé, donc c'est la partie server side. Je reviens pas sur les différents, arguments parce que je les ai évoqués tout à l'heure. La partie Capi Media quand même qui est, assez intéressante de pouvoir l'installer pour reconstituer, ce parcours-là, en sachant que Meta s'attribue toujours, quand même, des fleurs, on va dire, en fonction, du paramétrage aussi que vous avez sur le un jour diffusion, 7 jours au clic ou alors 7 jours, diffusion et 28 jours au clic. Ces 2 types de paramétrage, c'est quoi? C'est quand on diffuse, sur Meta, en fonction de la réaction, de l'engagement de l'internaute qui est exposé à une publicité et bien, s'il clique, vous allez avoir un paramétrage à 7 jours. C'est-à-dire qu'on garde son comportement d'intérêt pendant 7 jours et s'il y a une conversion, on lui attribue en fait, une victoire, en tout cas à Meta. Évidemment, Meta va s'attribuer 100 il ne va pas être en linéaire. De l'autre, il y a un paramétrage aussi qui existe à 28 jours. Donc 7 jours, 28 jours. Donc ça nous laisse une fenêtre d'observation qui est beaucoup plus longue que si on reste sur 7 jours. Encore une fois, c'est l'entreprise qui va décider de: est-ce que je veux ouvrir la fenêtre et potentiellement je vais enrichir heu, les performances en fait de mes campagnes, sur Meta? Ou est-ce que je lui dis: «Non, toi c'est je stimule une audience et je paye pour ça et donc s'il ne bascule pas à 7 jours, alors potentiellement c'est les autres canaux qui vont récolter, le bénéfice». Donc 7 jours, 28 jours au clic et 1 jour ou 7 jours, à l'affichage. C'est-à-dire qu'on peut avoir une publicité sans interagir. Par contre, on identifie que la personne a été exposée à cette publicité. Voilà, je vous disais en introduction, l'anatomie d'une URL, les bonnes pratiques, elles sont là. C'est vraiment important, c'est pas une révolution, c'est ça qui est fou et c'est vraiment heu, pas toujours utilisé. Quand on récupère des dossiers, on s'aperçoit que certaines campagnes sont gérées sans UTM, donc ça, c'est un sujet. On vous donne une structure ici, vous avez en fait, c'est un peu comme un texte à trous, vous avez, l'UTM, donc l'UTM, c'est votre partie, supérieure, ici et après vous allez définir la source. Donc d'où vient le flux? Heu, quel type, de alors là, on a CPC, on peut avoir du CPM, mais c'est quel canal? Donc source, support source, par exemple, ou source support, pardon. Après, vous avez une thématique de campagne. Il y a des promos en ce moment, c'est les soldes, vous pouvez, taguer ça. Vous allez avoir des variantes si vous faites de l'A/B test en termes de contenu et puis à la fin, vous pouvez aller jusqu'aux mots-clés en fonction de comment, pardon, sont structurées les campagnes. Le document, je ne l'ai pas dit, Alon ne l'a pas dit, mais il sera disponible pour que vous puissiez en fait, récupérer notamment cette structure-là et la mettre dans vos process internes. Hem, autre chose, la partie call tracking. Ça, je trouve que c'est pas assez, il y a pas une prise de conscience qui est assez forte, je trouve, du marché, pour, tout le monde. On y voit bien l'intérêt, mais on ne veut pas mettre, forcément les moyens, dessus. Nous, on bosse avec un partenaire, qui s'appelle Dexem. Globalement, je crois que leur prix d'entrée, il doit être à 34 ou 39 euros pour faire du call tracking. Petite rétrospective sur le sujet, on va dire qu'il y a 3 niveaux pour simplifier. Il y a un niveau où on dit: «On ne traque pas les appels».
on a, du clic, sur le bouton et donc le clic n'est pas un appel et donc on voit quand même qu'il y a du clic, dont de l'intérêt sur le téléphone portable. Ça peut être un objectif secondaire sur les campagnes. Par exemple, sur un plan de marquage avec GA4, on peut se dire que là, il y a un événement qui se produit, c'est du clic téléphone. Mais ça ne veut pas dire que un l'appel est passé, 2 l'appel est qualifié. Ça, c'est le premier niveau, c'est traquer le clic. Certains utilisent d'ailleurs, le clic pour dévoiler le numéro de téléphone et indirectement estimer, avoir une présomption de contact téléphonique. Ça, c'est le premier niveau. Je mets de côté les appels annonces qui sont déjà traqués. On ne passe pas par le site, ça passe par le portail, Google. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui, d'avoir les campagnes ads qui sont, en appel annonce. Mais pour les landings et pour le site, vous avez un deuxième niveau qui est le niveau de Google, donc qui est gratuit et qui permet en effet d'habiller votre numéro de téléphone pour pouvoir attribuer la campagne en termes de performance au canal téléphonique. La contrainte de ça, c'est que le numéro, il est attribué en aléatoire, façon Google. L'autre contrainte, c'est que tous les appels manqués ne sont pas dans la plateforme Google. Donc si vous dites: «Bah, nous, on a un flux assez important. En ce moment, je ne sais pas, on fait du SAV, sur, la clim», eh bien, on a des campagnes qui tournent, mais tellement on a un flux, important, c'est qu'on n'arrive pas à savoir les appels manqués et les numéros des appelants. Ça, c'est la limite de Google. Donc, c'est pour ça qu'il y a des solutions qui existent. J'ai cité Ringover, Aircall, CallRail et Dexem. Dexem sont des Rennais, ils sont proches de chez nous, donc nous, on bosse avec eux. Je vous donnais le tarif. Globalement, la solution, elle s'intègre nativement aux écosystèmes. C'est-à-dire qu'on a même chose, hein, je ne suis pas commercial de Dexem, mais vraiment, je vous dévoile les bonnes pratiques. Heu, donc ça s'intègre, sur GA4, ça s'intègre sur Google Ads et on peut récupérer, l'ensemble des datas puisqu'elles sont remontées directement dans l'interface. Donc le pilotage, il est bien unifié, notamment sur les plateformes publicitaires. De l'autre, l'intérêt, c'est de dire, bah, nous, quand il y a plus de 30 secondes d'appel, on estime que c'est une conversion de qualité. Donc on peut statuer sur ce qui est une vraie conversion et un vrai appel. Ensuite, on peut avoir donc les numéros des appelants. Donc ça, c'est assez intéressant en se disant qu'on a un back office qui est capable quand, il y a mon appel de rappeler en fait, un appelant qui n'a pas, trouvé réponse et pour ça, il y a, des filets de sécurité qui existent où quand il y a un appel manqué, on est notifié par mail en se disant, la personne qui gère les campagnes, la personne qui est destinataire des appels et potentiellement le manager ou un commercial, qui peut avoir, l'information. L'appel téléphonique est quand même un canal assez important dans les prises de contact. Nous, on l'estime à 60 sur la partie B2B. On estime peut-être à 40 plutôt sur la partie, B2C. Mais en fonction du secteur d'activité, il a plus ou moins d'importance. Je parlais du dépannage. Clairement, le dépannage, on va être à 80 où on va avoir une réponse, savoir si on peut avoir rapidement l'intervention d'un technicien. Quand on est sur de la lead gen pour la vente de produits, d'installations, une partie conseil, évidemment, c'est moins important. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est le poids de l'appel dans, l'ensemble. Le call tracking est d'autant plus important, c'est que en fait, parfois, il y a des filtres qui existent dans les sociétés. Un commercial va sortir, dans des rendez-vous, mais il ne connaît pas l'historique. Il ne sait pas en fait ce qui s'est passé en amont. Il peut être destinataire des formulaires, mais il n'est pas destinataire des appels parce qu'il y a un process commercial qui est mis en place. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir traquer parce que le jour où il y a moins, de formulaires et on se dit: «Ouais, on est en tension, c'est difficile», potentiellement, il y a plus d'appels parce que le marché a un petit peu évolué, parce que la saisonnalité fait que et donc ça, c'est hyper important de, je pense, le suivre. Et après, on peut avoir du call tracking en dynamique. Ça permet donc d'identifier l'appelant. On horodate tout. On voit les temps, de conversion, d'échange, de conversation. Et après, donc, on est capable aussi de dire: «Tiens, l'internaute arrive du SEO, alors c'est ce numéro d'appel. L'internaute arrive du SIA, alors c'est ce numéro d'appel». On différencie et on dissocie les sources et les numéros pour être certain que derrière, dans la lecture des performances, on ait bien, par canal, la bonne, vision, de la performance. Je le disais, intégration en natif, normalement sur, l'ensemble des outils.
Hem et ça me paraît vraiment, important. C'est de la pédagogie, hein, on va dire pour, pas mal de sociétés parce qu'on cherche du lead, beaucoup cherchent du lead, mais un appel qualifié qui passe, 1 minute ou 2 minutes, c'est qualifié parce que la personne a bien présenté son sujet. Là, qu'on Et parle de téléphone, je te coupe, il y a une question, ouais. du coup, je me sens concerné parce que je l'ai mis en place. Quid des nouveaux blocages des iPhones que tu as où justement, faut s'annoncer quand tu passes un coup de fil et tout? Comment tu vois le futur du téléphone justement là-dessus? Et au pire des cas, est-ce que tu as des tips pour passer cette barrière? Pour l'instant, il y a pas de tips, puisque c'est quand même soumis à authentification de l'autre côté. C'est une mise en place, à ma connaissance, donc je prends beaucoup de pincettes, qui est pas détournée. Heu, Quand on est en appel entrant, alors je rétropédale. Là, peut-être tu parles de prospection. C'est-à-dire que c'est moi, agence, j'appelle une boîte et là, il est obligé de valider mon appel avec son téléphone. Ça, c'est la prospection sortante. Donc c'est clair que c'est une grosse problématique, pour, tous ceux qui ont un business de call sortant. Là, quand je fais call tracking, on est dans l'autre côté. C'est-à-dire que l'annonceur, l'entreprise reçoit l'appel. C'est son prospect qui passe un appel, qui est fléché avec un numéro de téléphone, c'est horodaté, jour, heure, type d'appareil et numéro d'appelant et la société répond. C'est la démarche inverse. Donc de ce côté-là, il y a pas de problème, de blocage parce qu'en fait, c'est son business qui est en train de rentrer. Par contre, en effet, Là, pour le normalement, il est censé répondre. il est censé répondre puisqu'il fait de la publicité pour générer un flux entrant. Donc il est censé OK. répondre. Par contre donc ça, c'est le call tracking, je le mets bien dans ce contexte-là. C'est de pouvoir bien flécher, bien typer chaque, appel D'accord. entrant pour la société. Et ce que tu dis est plutôt pour le business sortant et là, c'est des vraies contraintes pour ceux qui nous spamment tous les jours, de l'énergie, de panneaux solaires et compagnie. Ça, c'est leur problème et je ne traite pas ça. Par contre, c'est un vrai plus pour se protéger et de pas être pollué. Ah bah, c'est clair. OK? Je continue sur la partie landing, dans le timing, on est bien là? Yes, Dans le bah, il te reste une demi-heure en gros. OK. Parfait. Sur la partie landing page, bah, en fait, la logique, c'est la même. C'est-à-dire que pour être certain de récolter, toutes les datas, eh bien, on a la même logique que sur la partie call tracking. On alloue, en fonction du canal, une landing. En fonction des campagnes, une landing et on segmente vraiment toute la partie, landing page pour être certain, en fait, de tout récolter. Alors, en data, en termes de navigation, potentiellement, on va en perdre puisqu'on est soumis à une consent box qui va perdre 30. Mais sur l'ensemble des conversions, comme on a un back office, en fait, où on va avoir les formulaires, on va avoir les appels entrants grâce au code tracking, on aura 100 de ce que ça donne et on pourra se dire que quand ça tombe dans le back office de la landing en disant: «Tiens, aujourd'hui, j'ai 3 formulaires», bah, on est capable de dire 3 formulaires versus combien de clics sortants. On est capable de voir notre performance et comme on sait que cette landing est attribuée à une campagne ads, eh bien, j'ai 3 sur cette campagne. Donc on sait le canal, la campagne et on peut, allouer. Ça permet à chaque fois de, se substituer ou de couvrir et d'enrichir sa donnée, de campagne. Parce qu'aujourd'hui, l'habitude est plutôt de minimiser le nombre de landings en se disant: «J'ai une landing pour, du bois, j'ai une landing pour du, cuivre, j'ai une landing pour du plomb» et en fait, toutes les campagnes arrivent sur cette typologie-là. Sauf que toutes les campagnes, ça peut être Meta, Pinterest, Google, potentiellement peut-être du SEO et là, on est incapable de faire le tri. Donc il y a aussi, une gestion de la landing qui est à mettre en place pour que ça soit simple, pour déployer sur le domaine, sur un sous-domaine, la landing et de pouvoir avoir un tracking en place pour être certain, en fait, on continue à renvoyer quand même la data, du côté des régies et alimenter l'algorithme dans sa connaissance de ce qu'est une conversion et un succès. Donc le tracking par, canal, bon ça, je passe rapidement pour ceux qui sont avertis, hein, qui sont dans nos métiers, je pense que je n'ai rien inventé là-dessus.
Je vous le laisserai à disposition. Peut-être, je profite de l'opportunité, je sais qu'il y a d'autres webinaires sur le sujet là, du GEO. Depuis 1 an, c'est vraiment, quelque chose qui vient s'associer au SEO. Moi, j'ai tendance à dire que SEO, GEO, c'est une même expertise, avec une teinte un peu différente. J'estime que 80 du travail est identique entre SEO et GEO et j'ai 20 différenciants pour les métiers du SEO et pour les métiers du GEO. Ce qui fait qu'il y a quand même une base à considérer sur l'ensemble de la visibilité organique, de vos supports et en extension, bah, en fait, il y a des règles du jeu, qui sont vraiment dédiées au LLM et de l'autre côté, dédiées, aux moteurs de recherche. Et dans les KPI qui sont intéressants à suivre, vous les voyez, ici, il y a notamment les mentions, les citations et les URL cités. Aujourd'hui, c'est les 3 indicateurs qui sont vraiment, surveillés. Au-delà, derrière, de pouvoir analyser sur un GA4, la source, qui, est ChatGPT, Gemini et autres. Voilà, c'est la visibilité, un peu l'esprit Google Search Console que vous connaissez sur la partie, SEO. Il y a des outils qui existent pour, pouvoir piloter aussi le nombre de fois où la mention, la marque est mentionnée et le nombre de fois où les URL ont servi à être citées, dans les moteurs. Pour le reste, c'est des choses qui sont assez classiques, donc je ne reviens pas, forcément dessus. Le ROAS, on est d'accord et on le retrouve des 2 côtés, SIA et SMA, c'est le retour sur investissement sur la publicité. Petite mise à jour quand même emailing, j'en profite aussi, mise à jour de la CNIL et donc attention parce que, pour le coup, bah, on a fait une newsletter nous, cette semaine là-dessus. On doit décocher et ça ne doit pas être obligatoire, la partie opt-in. Donc il y a des vraies restrictions qui sont en train de passer sur la partie emailing. Je vous recommande, de de vous mettre à jour là-dessus et de lire les différents textes. Et la partie outreach, ouais, conversion classique, voilà. Donc ça, c'est les différents indicateurs. Là où, vous devez faire attention, donc c'est toute la partie, cookie analytique et donc, il faut évidemment avoir de l'opt-in. Je pense que c'est dans les bonnes pratiques, mais on voit qu'il y a toujours quelques petites sanctions qui passent, de la part de la CNIL sur certains sites. Le pixel, il doit être déclenché, après consentement et pas avant. La CMP, donc, elle doit pas être précochée, elle doit pas être trompeuse. On doit avoir la possibilité de refuser, ça doit être simple. Normalement, c'est les mêmes tailles de typo entre accepter et refuser. Donc ça, c'est indispensable et puis, d'avoir, des CGV et une politique de cookies qui soit bien bordée, pour avoir le tracking cross-site. Tout ce qui est autorisé évidemment. On peut enlever, les données personnelles, on l'a retrouvé ici, P2I en anglais, c'est personal, identification, individual, un truc comme ça, donc c'est les données personnelles identifiables. Ça doit être évidemment enlevé. Même chose pour la partie statistique, sur les ID et puis, d'avoir des data layers et toute la partie, techno, bien en place sur, les logs, serveurs. Et le bon écosystème, c'est une CMP qui est, consent mode V2 minimum, validée par la CNIL. On a GA4, voilà, avec le V2. Dans une logique, on peut aussi avoir du Matomo, qui est vraiment en mode, cookieless, avec un paramétrage, qui est un peu différent quand même de ce qu'on peut pratiquer dans l'univers Google et GTM. Et puis la modélisation des conversions. Voilà. Mise en place et checklist. Ça, je pense que c'est vraiment actionnable, de votre côté, de pouvoir en fait, se mettre dans un rythme de: «Tiens, ça fait du bien ce genre de webinaire parce que ça nous rappelle les fondamentaux» et j'en ai peut-être oublié au fur et à mesure, des semaines ou des mois. Donc au départ, il y a toute la partie GTM. Évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment la pratique du marché d'avoir un GTM et pas plusieurs. De l'avoir le GTM dans le code, du site et après de GTM, en fait, on pilote, de ce conteneur, on pilote l'ensemble des pixels. Mettre en place les UTM, et de commencer, à installer dans les process, marketing ces bonnes pratiques. De l'autre côté, on peut avoir, sur un deuxième mois, la planification d'un server side, de commencer à attaquer, le sujet du tracking, déjà par canal, avant d'entrer dans un
une usine à gaz de faire par campagne, déjà par canal, pour pouvoir avoir pilotage. On installe Capi et puis on commence à déployer des landings qui vont être dédiés au support. Je pense que c'est dans vos pratiques aujourd'hui, mais un data studio, par exemple, qui est assez facile à connecter avec l'écosystème Google, avec ses outils d'analyse. Vous pouvez avoir un Supermetrics ou j'oublie l'autre d'ailleurs, on en a 2 nous qui nous permet de passer la data de Meta à Data Studio. En tout cas ça paraît important et de plus en plus, il faudra y aller et ça c'est vraiment, le cœur du sujet de la deuxième partie de l'année, c'est travailler sur toute la partie CRM offline. Alors c'est déjà je dis c'est la deuxième partie de l'année, c'est si aujourd'hui tout ça n'est pas activé, je pense que vous ne pouvez pas aller sur l'étape suivante. Si tout ça, c'est dans les bonnes pratiques, alors vous avez des vrais sujets, sur la partie CRM jusqu'à la facturation. En gros, il faut être capable de donc sourcer, l'ensemble de vos leads. Ces leads, ils tombent dans un CRM, Pipedrive, HubSpot, un outil maison. Aujourd'hui, la pratique, c'est d'être capable de renvoyer aussi la data de conversion, donc ça peut être les appels, ça peut être, pardon, les rendez-vous pris, les rendez-vous honorés et ça peut être aussi les clients. Donc un changement de statut de prospect à client pour requalifier en fait le lead, à l'échelle de 2 mois ou de 3 mois. C'est hyper important pour les algos. Donc ça se pratique. Quand on n'a pas de CRM, c'est piloté avec un Google Sheet où les équipes commerciales qui font partie du back office vont qualifier ligne à ligne, ces contacts-là et donc ça permet de traiter, ce qu'on appelle la conversion offline, en se disant: «OK, cool, j'ai fait un formulaire, j'ai fait un appel entrant, il a passé 2 minutes d'échange. OK, super. Mais quid de la suite de l'histoire? Est-ce que vraiment, vos produits sont sur le niveau de prix attendu? Est-ce que le service, proposé, est bien le service attendu?» et cetera et cetera et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit aller plus loin, doté ou pas doté d'un CRM, mais c'est vraiment important de pouvoir, continuer à aller, là-dessus. À chaque fois, il faut se dire que, le contact, il doit porter, son origine et donc il doit avoir des tags ou des champs qui vont être dédiés et qui vont se pré-remplir en disant: Ça vient de telle campagne, sur tel support et donc je sais que à l'échelle de 2 mois, je vais avoir tant de chiffre d'affaires». C'est ça qui va vous permettre d'analyser derrière la performance de toutes vos actions, digitales. C'est parce qu'il y a tout comme il y a une rupture de canal. Pour le e-commerce, c'est plus simple puisqu'en fait, de la prospection à la vente, on va dire qu'il y a pas de rupture de canal. La difficulté du e-commerce, c'est de le reconstituer quand il y a plusieurs touches. Parce que à l'échelle d'une semaine, il peut y avoir deux trois devices, deux trois supports différents et donc il faut réussir à refaire le parcours. Mais globalement, il est 100 digitalisé. Quand on est en lead gen, c'est là où la data qui se passe avec les équipes commerciales, elle est importante à être qualifiée pour pouvoir en fait remonter, la valeur sur le support, le canal. Parce qu'après on peut parler panier moyen, on peut parler cycle de vente, on peut parler upsell et ça se tient, à jour. Mais la difficulté, c'est de qualifier le lead. Parce qu'après normalement vous êtes processé, pour pouvoir, le suivre. Voilà, data driven Jack 4, c'est une vue, globale des interactions sur les différents devices et les différents canaux et puis d'avoir, pourquoi pas, un reporting automatisé, qui vous permet d'avoir la vue de l'ensemble. Selon les outils que vous allez utiliser, potentiellement, ça, c'est un sujet, la data vise, de se dire: «Bon, OK, mes leads, ils arrivent, je les ai fléchés, par landing, j'ai les formulaires et les appels. Chaque prospect est qualifié». Ensuite, c'est quoi, la suite de l'histoire? Ça passe dans des agendas, ça passe sur des R1, R2, ça fait un devis et ensuite ça fait une facturation. Mais potentiellement, on va passer d'un agenda à un CRM en passant par un outil comptable qui va faire la facture. Et c'est là où, à chaque fois, le tag d'entrée du lead, il doit être porté sur toutes les instances. Pour qu'à la fin, quand on sort la data vise et la source qu'on appelle permettent, de faire le 360 du parcours. Vous aurez 2 clés, de consolidation pour suivre cet internaute. Vous avez le numéro de téléphone et vous avez l'adresse mail. Avec évidemment des biais. Les biais, c'est monsieur, madame. En fait, ils ont changé de main à un moment donné, et donc ou ils ont changé de numéro de téléphone et donc ça peut être difficile parce qu'en fait, potentiellement, on a des sources d'erreur ou de non,
non matching en fait des datas. Mais si on met ça de côté, c'est hyper important que vous puissiez qualifier l'ensemble de vos factures et de vos devis avec une vraie adresse mail, parce qu'à la fin, quand vous allez interroger vos bases, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir la qualifier. Le tracking parfait n'existe pas, je finis avec ça, mais la bonne mesure si. Il faut essayer, de d'avoir plusieurs yeux, plusieurs angles de vue. Ça, c'est vraiment, je pense, le gros sujet. Il faut prendre un peu de recul des fois sur les datas qui proviennent uniquement du web, parce qu'on l'a vu en intro, vous allez perdre de la data, c'est sûr. Mais si cette data-là, quand on parle de CPL, quand on parle de CPA, n'est constituée que de 70 de l'audience, 50 de l'audience, vous allez dire: «Ah non, mais c'est pas possible». Donc faites attention, ne changez pas de couleur parce que ça vous paraît énorme. Prenez pas de recul en vous disant: «Bon OK, peut-être qu'il faut que j'essaie d'affiner aussi mon dispositif pour que je me base sur la réalité». Et la réalité, c'est le call tracking et les formulaires. Quand les formulaires, ils tombent sur un back office, c'est une certitude, c'est un sur un. Il y a un formulaire qui tombe aujourd'hui, si c'est un seul formulaire aujourd'hui, j'ai 100 de ma data qui est là. Après, s'il tombe sur un formulaire d'une landing, alors je sais quel canal a contribué. Bon, j'ai fait une petite partie, je vous propose en tout cas pour aller plus loin. Encore une fois, l'idée, c'est pas une démarche commerciale, c'est plutôt, une démarche, on va dire, pédagogique sur des bonnes pratiques parce que nous, ça nous sert évidemment quand on est en call client pour pouvoir en fait, continuer à améliorer et à apporter en fait, de la valeur. On le voit en petit, mais Sonat, globalement, c'est votre croissance est clé. On est convaincu que le digital contribue à la croissance des entreprises et nous, on souhaite sortir de juste du scope, 100 digital et c'est pour ça, en fait, que la data, elle est hyper intéressante, mais encore faut-il la suivre jusqu'au point final qui va être une facture, dans l'idéal. Alain, si j'ai 3 minutes, j'ai un autre doc, que je ne pouvais pas rentrer, sur cette présentation. Si ça te va, je switch. Ouais, vas-y, tu encore un peu de Dis-moi temps, pas de souci. dis-moi juste si tu as bien, ici le changement? Alors là, pour le moment, j'ai un schéma panoramique à vous apporter, j'ai un slide. OK. Tu dois être sur le même Alors écran, je je pense. Il faut que switch tu changes d'écran. et est-ce que là Là, tu on est en l'as? train de backward tracking du lead, ouais. OK, super. Alors c'est un doc, interne, mais je trouve qu'il est plutôt, clair sur, en fait tous les paramètres et tous les facteurs, qui peuvent, entrer en ligne de compte, sur le tracking. Je lève la tête parce que j'ai un deuxième écran qui est un peu plus haut. Donc au départ, il y a toute la partie stack, tracking, donc c'est ce qu'on a vu, je ne vais pas revenir dessus, c'est les fondamentaux. Après, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une vue sur, les étapes et les étapes, on va parler de trafic, donc ça va être des gens, voilà, on sait pas, c'est des personnes, c'est des internautes. Globalement, après, on va faire de la conversion, donc on a du trafic, c'est trafic sur un site, sur une landing. On va avoir entre 2 et 5 de conversion, en lead. Il va passer par du scoring, une intention forte ou froide. Donc au départ, c'est un MQL pour le marketing. Ensuite, il peut être, contacté, il devient SQL parce qu'on avance un peu plus loin, on commence à parler de vie et ça devient une opportunité pour avoir une vue finale. À chaque étape, il y a des risques aujourd'hui dans les entreprises de changer le statut et de passer la donnée d'un outil à un autre. Et à chaque fois, ce passage d'un outil à l'autre, on peut perdre une sorte d'historique parce que c'est pas traité par les mêmes personnes, parce qu'il y a un process dans l'entreprise où chacun a son rôle et globalement, si on ne fait pas la pédagogie en interne, bah, en fait, au bout d'un moment, on s'arrête sur la connaissance et on s'arrête à contact. Et une fois qu'on a contact, bah, oui, mais on ne sait pas ce que ça génère en facture. Donc il y a une sensibilisation à ça. Après, vous avez ici une vue, qui est assez, complète aussi, sur, les différentes étapes. Donc la partie acquisition, c'est les canaux. La capture, c'est ce que je disais, les moyens de capturer. Vous avez, pas mal de choses, qu'il faut, réussir à mettre en place. On parlait des landings, on parlait du call tracking. Toute la partie lead magnet aussi, ça permet d'en baser et ça peut être vous savez, dans la partie linéaire, ça peut être un premier point de contact qu'on va ensuite nurturer par l'emailing. Donc la capture est aussi un point assez intéressant à réfléchir.
pour ensuite, rentrer dans, une logique, CRM, scoring. Alors, on n'est pas obligé de faire, même chose, des choses trop compliquées, mais de pouvoir, suivre les ouvertures, de pouvoir avoir des pop-in, grâce au CRM quand on a des gens qui sont en base et qui reviennent sur le site. Voilà, on peut faire des choses, assez simples et toujours garder l'attribution. Toute la partie, prise en charge contact, qui prend la main? Est-ce qu'on a aussi une logique conversationnelle sur du WhatsApp, sur du LinkedIn? Eh bien ça, il faut quasiment automatiser, cette info-là, pour savoir que cet individu, il doit rentrer avec une automatisation par, Zapier ou par Make dans le CRM parce qu'on est en train d'avoir un espace conversationnel en confiance avec lui sur LinkedIn, mais ça devient un contact et donc à un moment donné, c'est ça qu'il faut réussir à traquer. Toute la partie qualification, le changement de statut de MQL à SQL, on a les durées, cycle de vie, on peut faire des différences d'un canal à l'autre. Normalement, quand on est sur du Google Ads, l'intention elle est forte, surtout si on a une requête commerciale avec intention commerciale, la personne elle doit aller assez vite. Quand on est sur une collecte via Meta, c'est peut-être, de stimuler un achat spontané, donc on peut avoir un peu plus de lenteur. Voilà, tout ça, c'est assez intéressant à analyser et la partie closing, les équipes commerciales, quand on est en lead gen, ont vraiment un rôle à jouer pour remonter, la donnée pour vous, si vous centralisez la partie, marketing, la remonter sur de la data vise, pour, contribuer et aussi ça permet, ça, de voir comment sont traités les leads du web. Parce que des fois, il y a des a priori, parce que, c'est pas bien traité, c'est traité au bout de 5 jours, alors qu'on demande de la réactivité sur les leads du web et tout ça, ça permet en fait de savoir aussi en interne comment sont traités les leads, de quelle manière, dans quel délai. Et après, il y a toute la partie revenus, donc de qualifier. Moi, j'ai mis combien de temps ici, par exemple, mon coût d'acquisition client, j'ai mis combien de temps à le rembourser? Ça m'a coûté 200 € un nouveau client. J'ai un abonnement à 50 €, OK, heu, ma rentabilité, elle commence au 5e mois. J'ai mis 4 mois, j'ai investi 4 mois de mensualité, pour, couvrir. Maîtrise du churn, bon tout ça, on est plutôt sur un aspect commercial, mais c'est assez intéressant. Dont les KPI, on les renouvelle alors on les renouvelle, c'est vraiment propre à Sonat, hein, c'est chez nous, mais bon le CPL, vous le connaissez. Le CPM normalement, c'est le coût de diffusion, c'est le coût de diffusion pour 1000, là on le met en marketing pour voir, le coût par marketing. Donc marketing, ça peut être, les e-books, ça peut être des choses qui sont, avec des bénéfices, mais un peu moins engageants. Après il y a la partie sales, hein, pour CPS. Opportunités, donc c'est les devis et puis on retrouve ROAS et ROI. Après, l'attribution, c'est vraiment la politique de l'entreprise. Ça peut être, de l'évoquer avec le dirigeant parce que la partie marketing est pilotée par une équipe et de définir comment il voit la valeur, de chaque point de contact. Et sur la partie basse, eh bien, on a toute la partie, bonne pratique, à la fois technique, le process sur le CRM et la partie ROI. Il y a pas d'outil s'il y a une des questions qui est, avec quel outil on doit se tourner, il y a pas d'outil. Je vous en ai donné quelques-uns sur le webinaire. Il y a des outils qui sont vraiment performants. Je pense qu'il faut plutôt prendre des spécialistes dans leur domaine parce qu'ils vont assez loin dans les réflexions. Mais qui est aussi un outil qui est un peu, couteau suisse, qui est assez intéressant pour passer la data d'un outil à l'autre. Voilà, donc choisissez peut-être un outil métier qui correspond bien, vous, au secteur d'activité ou à vos ambitions. Mais après, il y a des pure players qui sont assez intéressants et sur des coûts qui restent, assez, limités et maîtrisés. Il y avait une question sur ça justement, sur les outils. Donc il y avait une question sur les outils et sur les KPI géo, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. Est-ce que toi, tu pourrais nous faire un peu une liste des outils que vous utilisez au quotidien? Pour dire un petit peu, justement pour il y avait un moment aussi sur les, landing pages, ce genre de choses. Voilà, quelle est un peu ta routine d'outils, que tu utilises au quotidien pour SEO, géo, landing, un peu tout ça, quoi? OK. Je laisse juste à l'écran parce que c'est un document qui est assez complet, donc ça laisse le temps peut-être pendant ma réponse, aux gens de continuer à regarder ou à prendre des notes. Ouais, je vais t'en citer, on va dire, allez 10-15 parce qu'on en a quand même beaucoup. Sûr. Licence, je pense qu'on a une quarantaine d'outils, minimum, en mensuel ou en paiement annuel.
Dans les outils, on a Notion, par exemple. C'est un outil qui est synchronisé avec pas mal de choses. Donc, Notion, c'est notre outil de gestion de projet, gestion des contacts, c'est un peu notre CRM. On n'a pas pris un pure player sur la partie CRM parce qu'on veut que la gestion de projet soit très proche de la gestion de la relation client. Donc, Notion. Après, on est dans l'écosystème Google. Donc, on a Gmail, la marque évidemment, Google Drive, Google Chat. Ça, c'est pour la partie bureautique. Sur la partie géo, nous, on a heu, quelques outils. On a un outil du marché et des gens qui sont vraiment cool, vraiment sympas, c'est Mindex. Les gars sont assez pertinents sur cet outil géo. Et nous aussi, en interne, on a des outils géo qu'on a développés. On a un pôle de 8 personnes sur la partie SEO géo. Donc, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas demander à Mindex, qui nous permettent, nous, d'être traités et sur lesquelles on a plus de réactivité. Donc, il y a quand même des choses qu'on fait en vibe coding, qui nous permettent de répondre aussi à des besoins internes. On a SEMrush sur la partie SEO et géo. Voilà sur la partie SEO géo. Je parle pas des outils, hein, Search Console et compagnie. Sur les autres outils, ouais, les landings, tu me disais. Alors sur les landings, il y a pas mal d'outils qui existent. Moi, je pense qu'on a l'opportunité avec l'IA de mettre en place des choses qui soient assez efficaces. Pour certains de nos clients, on propose d'ailleurs des agents de landing page. Longtemps, on a été sur une solution qui s'appelait Card, mais qui est un peu builder, restrictif. Donc ça, c'est sur la partie, landing. J'ai cité Addingwell sur la partie server side. Là, je vous ouvre vraiment toute la bibliothèque. Heu, Qu'est-ce que tu avais d'autre en Sur les outils, écosystème? vidéo. Il y a bien évidemment mon chat qui s'énerve. Pardon. Sur les outils géo, KPI, pour suivre les géos un petit peu. Ouais, bah, c'est ce que je disais, Mindex. Ça, c'est un outil, Ouais. que l'on Moi, a je voulais citer, Query, vu que c'est un outil français. ouais, Voilà. Mindex aussi, les gars sont des Français. C'est pour ça, Super, bah, top. je suis d'accord avec toi. Il faut serrer les coudes. Nous, on est entre 25 et 30, tous salariés français. Donc, et je pense que c'est vraiment important, voilà, vu l'évolution, qu'on puisse aussi, favoriser, voilà, Exceptio, c'est des Français, Addingwell, c'est des Français. Nous, on est vraiment dans une logique d'être dans l'économie française. Il faut faire des bons choix. Il y a des équilibres évidemment budgétaires, il y a des modèles économiques à tenir, mais il y a des gens qui travaillent très bien et donc, l'idée, c'est quand même de faire ça quand on a, la solution. Bah, bien Heu sûr. voilà. Après nous, faut dire qu'on a, tu vois, la logique de donc évidemment Claude, ChatGPT, Gemini. Je disais, on est dans l'écosystème Google. On a en interne des choses sur lesquelles on avance, et Sonate d'ailleurs, c'est sa promesse. C'est-à-dire qu'on essaye de désiloter en disant: «Bah, moi je veux du SEO, moi je veux du SEA». On essaie d'avoir une approche, bénéfice, donc la croissance de l'entreprise, du chiffre d'affaires. Et pour ça, on crée, des environnements dédiés, à nos clients pour qu'ils puissent avoir, sur certains sujets, de l'autonomie et qu'ils puissent avancer avec nos outils, mais sur lesquels notre valeur ajoutée, finalement, elle est courte. À part d'avoir mis l'outil en place, bon, il y a un guide, il y a un expert qui va dire: «Attends, tu peux le faire de ton côté, voilà comment tu vas faire». Donc on a la méthode et après on déploie. Et donc Sonate, c'est ça, c'est en fait, des experts, des méthodes et des process, de l'IA et la partie data. Et la partie data, je trouve que nous, à notre échelle, c'est hyper intéressant. C'est qu'on arrive à anonymiser, on va dire, la data, mais à avoir des enseignements sectoriels. En ce moment, il fait très chaud. Quel est l'impact sur les business, des différents secteurs? En e-commerce, en protection, solaire, en, isolation. Et donc tout ça, c'est riche et aujourd'hui, c'est uniquement, la taille d'agence et des agences qui peuvent proposer ça, parce qu'ils ont un parc client qui permet de tirer des enseignements et de pas juste être au doigt mouillé sur un ou 2 comptes.